vais vous exposer, un peu de silence s'il vous plaît, même les retardataires. Je vais vous parler de l'anatomie de la cavité buccale, de la région submandibulaire, du pharynx, de la région subhyoïdienne et du larynx. Programme chargé pour 2 heures de cours. Je n'ai pas lancé l'enregistrement, c'est ce que j'ai fait encore. Sabotage. Bien, donc on va commencer par la cavité buccale et la langue. Alors, une chose, on ne va pas rentrer dans tous les petits détails descriptifs de tous les muscles et les différentes composantes de la structure buccale, mais il est important que vous sachiez parler en termes exacts de ce que vous voyez, notamment lorsque vous faites ouvrir la bouche et lorsque vous ferez ouvrir la bouche à un patient. Donc voici un examen bouche ouverte où, d'une part, taisez-vous un petit peu s'il vous plaît, où l'on aperçoit les arcades dentaires supérieures et inférieures, la langue, ce que l'on aperçoit ici, bouche ouverte, langue en place, c'est la face dorsale de la langue mobile. Puis, plus latéralement, notamment lorsque l'on examine un patient, il est important également d'examiner la face interne de la joue et ce que l'on appelle le vestibule gingivo-jugal, c'est-à-dire l'espace entre la gencive et la face interne de la joue. D'autre part, à la partie profonde et supérieure, vous apercevez d'une part le palais osseux ou palais dur qui a une forme générale légèrement ogivale. Puis plus en arrière, vous avez le palais mou, improprement appelé voile du palais. Je dis improprement parce que ce terme de voile sous-entend quelque chose de très fin, alors que c'est une paroi musculaire relativement épaisse qui fait environ 1 cm d'épaisseur. Au milieu du palais mou, pendant verticalement, cet appendice s'appelle l'uvula, UVULA, uvula, ou, selon l'ancienne dénomination, la luette. À ne pas confondre avec l'épiglotte et la glotte que nous allons revoir un peu plus tard. Donner les termes exacts pour les formations anatomiques, ça change tout si vous parlez d'une pathologie de la luette ou de l'épiglotte. On aperçoit également, ici, sur cette vue antérieure, les piliers amygdaliens, le pilier antérieur et le pilier postérieur des amygdales palatines. Enfin, à la partie tout à fait postérieure, derrière le voile du palais, on aperçoit ici la paroi postérieure de l'oropharynx. La langue est une structure musculaire puissante qui contient de nombreux muscles. Elle contient 17 muscles, 8 muscles impairs et 8 muscles pairs et 1 muscle impair. Peu importe, on reviendra un tout petit peu dessus, mais en nommant un ou deux. Ce qui est important de voir, c'est que sur la langue, vous avez 2 parties, qu'on va bien revoir également sur des dessins ultérieurs.
vous avez la langue mobile dont la face supérieure est pratiquement horizontale et la base de langue qui est verticale et qui est pratiquement immobile, ou très peu mobile. La limite entre la langue mobile et la base de langue est formée par de grosses papilles gustatives qui forment le V lingual. On voit bien cette formation ici, en V, dont la pointe est orientée vers le bas et vers l'arrière. Et au niveau de la base de langue, tapissant la surface de la base de langue, il existe également une formation lymphoïde que l'on appelle l'amygdale palatine, qui couvre toute cette base de langue. Quand on examine une langue également, quand on examine la bouche d'un patient, ce n'est pas très difficile, mais il faut non seulement mettre un abaisse-langue sur la partie antérieure de la langue pour avoir une bonne visibilité, mais et pas trop profond, sinon on déclenche un réflexe nauséeux, mais il faut également regarder le bord libre de la langue et le plancher buccal qui se trouve en dessous du bord de la langue, car c'est souvent à ce niveau, au niveau du bord de la langue, ou en dessous, au niveau du plancher, que peuvent se trouver des lésions cancéreuses de la langue. Donc si vous faites uniquement que mettre un abaisse-langue sur la surface et regarder derrière, eh bien vous louperez des diagnostics pourtant relativement faciles. Voici également une autre photo qui vous montre une vue disséquée en partie au niveau du palais dur et du palais mou. Eh bien, vous voyez qu'au niveau de ce palais, il existe également de multiples petites glandes salivaires accessoires. Et si vous examinez de manière un peu précise la muqueuse du voile du palais, de même que la muqueuse de la face interne de la lèvre inférieure par exemple, vous verrez des petites gouttelettes de salive apparaître par-ci par-là, et vous pouvez stimuler ça en mettant 1 ou 2 gouttes de jus de citron sur la langue, et ça déclenchera bien la salivation. Sur cette vue suivante, voici ici une coupe sagittale médiane du massif facial qui vous remontre au-dessus du palais, ici, la face gauche de la cloison nasale avec le bord postérieur de la cloison nasale. Puis le palais dur et plus en arrière le palais mou avec l'uvula ou l'uette à la partie médiane inférieure. Sur l'étage plus bas situé, voici le volumineux massif de la langue, massif musculaire de la langue. Comme on le voit à l'état de repos, cette langue est très globuleuse et elle vient pratiquement au contact du voile du palais. Voici donc la mandibule qui est sectionnée en avant sur la ligne médiane, avec sur la face postérieure de cette mandibule des apophyses ou processus osseux que l'on appelle les processus GENI, G-E-N-I. Plus en arrière, la section de l'os hyoïde sur la ligne médiane, puis les éléments du larynx qu'on verra ultérieurement. La langue, donc, présente une partie mobile
supérieure et antérieure, et la base de langue qui est verticale, tapissée par l'amygdale linguale. Vous voyez que cette langue, donc, c'est une volumineuse formation charnue, et le principal muscle de la langue est le muscle génioglosse, c'est-à-dire génio qui s'insère sur les apophyses génie, glosse, puisqu'il se répand sur toute la langue. Ce muscle a des fibres disposées en éventail, de manière radiaire. Et puis, il y a d'autres muscles, dont on reparlera peut-être un tout petit peu ultérieurement, mais sans entrer dans les détails. Mais globalement, vous voyez que cette langue, grosse masse musculaire, la langue peut être contractée et dépasser la ligne des arcades dentaires. Donc, vulgairement, lorsque l'on tire la langue, eh bien, en fait, on entraîne une protraction de la langue. Or, vous savez que normalement, un muscle, lorsqu'il se contracte, eh bien, se rétrécit. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse projeter la langue en avant? Eh bien, c'est de manière assez complexe. Il va y avoir une certaine rigidification de la partie antérieure de la langue et, par contre, les fibres les plus inférieures et postérieures du génioglosse vont tirer la base de langue vers l'avant. Par quel nerf est innervée la langue? Le 12, le nerf hypoglosse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'on observe au niveau de la langue en cas de paralysie de l'hypoglosse du côté droit? Est-ce que la langue, quand on demande au patient de tirer la langue, reste toute droite? Est-ce qu'elle dévie à gauche ou à droite? Alors, la plupart ont tout faux. La langue dévie du côté paralysé. Donc, elle dévie du côté droit. Et ça se comprend. Les muscles de chaque côté, pour entraîner une protraction de la langue, vont pulser la langue vers l'avant. Si le côté droit ne fonctionne pas, le côté gauche avance, pas le côté droit, la langue dévie du côté droit. Ceci est important à retenir parce que ce n'est pas du tout le même principe devant une paralysie faciale. En cas de paralysie faciale droite, il y a une hypotonie du côté droit, le gauche entraîne une contraction et le patient se retrouve avec le visage attiré vers le côté gauche. Donc retenez bien ces notions pour analyser le côté paralysé. Ce dessin-là a pour but simplement de rappeler les territoires d'innervation, notamment sensitive, du massif facial, le 5,1 et surtout le 5,2 pour la muqueuse nasale et le palais. En arrière, au niveau du pharynx, du nasopharynx et de l'oropharynx, c'est sous la dépendance du glossopharyngien, puis plus bas, au niveau de l'hypopharynx et du larynx, sous la dépendance du nerf vague. La langue elle-même a une innervation motrice, donc on l'a dit par le nerf hypoglosse, le 12, une innervation sensitive, tactile, qui vous permet de sentir le froid, le chaud et la douleur, par l'intermédiaire du 5,3, nerf mandibulaire, et notamment la branche linguale du nerf mandibulaire.
Et puis, la langue a également une innervation sensorielle, gustative, dont la majorité des papilles gustatives se trouvent sur la langue mobile, sous la dépendance, donc, du nerf intermédiaire, ou 7 bis, qui remonte par le nerf lingual, puis la corde du tympan, on l'a vu. Voici donc à nouveau un gros plan sur le massif de la langue. En dessous du massif de la langue, vous avez, sous le muscle génioglosse, vous avez un autre muscle, le muscle génio-hyoïdien, qui vient renforcer le plancher buccal. De même que le muscle mylo-hyoïdien, qui va être tendu entre la mandibule et l'osioïde, mais ça on va bien le revoir sur une diapo suivante. Une autre notion anatomique importante à retenir. L'origine embryologique de la glande thyroïde, que l'on va revoir dans une heure. Cette origine de la glande thyroïde se trouve, va naître au niveau du foramen secum de la langue, c'est-à-dire à la pointe du V lingual. Puis, cette ébauche embryologique va migrer en descendant dans le cou, lors de ce trajet, ce tractus thyréoglosse passe au milieu de l'osioïde, ou plutôt c'est l'osioïde qui va se former autour de ce tractus, puis ce tractus continue à descendre jusqu'à la position définitive du corps thyroïde. Cette notion embryologique simple a pour but de vous rappeler qu'il existe des malformations embryologiques de temps en temps, avec persistance de kystes du tractus thyréoglosse, donc qui donne un aspect de tuméfaction cervicale médiane. Et même, il existe des cas d'absence de migration de la glande thyroïde qui peut rester au niveau de son origine, être purement linguale. Je vous ai dit tout à l'heure qu'au niveau du plancher buccal, il y avait deux muscles, le muscle génioglosse, les muscles génio-hyoïdiens. Les muscles génioglosses sont les muscles de la langue. Les muscles génio-hyoïdiens, qui sont des muscles du plancher buccal, qui sont là de part et d'autre, qui vont de l'apophyse génie en avant vers la partie antérieure de l'osioïde. Et puis, il existe un muscle dans un plan plus horizontal, le muscle mylohyoïdien. Ce muscle mylohyoïdien est tendu entre la face interne du corps mandibulaire, c'est-à-dire la partie horizontale de la mandibule, et l'osioïde. Et vous voyez que ce muscle mylohyoïdien, il a un bord libre postérieur
qui forment la limite postérieure du plancher buccal. Ceci a un intérêt, on va le revoir dans un instant. En effet, sur cette vue suivante, qui est issue d'un livre anatomique ancien, voici ici la mandibule qui a été sectionnée, toute la partie droite de la mandibule a été éliminée. Et le muscle mylohyoïdien est ici sectionné, ce qui nous permet de voir que la glande submandibulaire qui est ici est située en grande partie en dessous du muscle mylohyoïdien. Cette glande submandibulaire, qui est une glande salivaire, c'est la deuxième par importance après la parotide, nous voyons qu'elle vient contourner le bord postérieur du muscle mylohyoïdien, puis ensuite, elle va présenter son canal excréteur ou canal submandibulaire, dont l'ancienne dénomination que vous verrez peut-être dans des bouquins, c'est le canal de Wharton. Ce canal vient se terminer sous la langue, de part et d'autre du frein lingual, au niveau d'un petit renflement que l'on appelle la caroncule. Si vous examinez un patient bouche ouverte ou si vous vous examinez devant une glace bouche ouverte, la langue relevée vers le palais, vous apercevez en dessous le frein de la langue et de chaque côté, vous avez deux petits renflements, les caroncules, avec l'orifice des glandes submandibulaires. Eh bien, dans un examen de la cavité buccale, vous allez éventuellement, notamment chez un patient qui présente une pathologie ou qui se plaint de la région submandibulaire ou qui présente une boule à ce niveau, vous allez regarder si la salive sort normalement à ce niveau et notamment en appuyant légèrement sur la glande. À l'état normal, vous verrez sortir quelques gouttes de salive, ce qui vous indique que le canal est perméable et que la salive est claire. Si vous voyez sortir une goutte de pus, eh ben c'est qu'il y a une infection. Et si rien ne sort alors que ça sort bien de l'autre côté, c'est peut-être que le canal est bouché, et notamment par un calcul. Un calcul, une petite concrétion calcaire. Autre notion, intérêt anatomique, de voir les rapports de cette glande submandibulaire avec le muscle mylohyoïdien. Chez un patient qui a un calcul de la glande submandibulaire, comment ça se présente? Eh bien, dès qu'il passe à table, il a la glande qui se met à gonfler parce que la glande sécrète de la salive, mais cette salive n'arrive pas à s'éliminer parce qu'il y a un calcul qui bouche le canal. Ça gonfle et ça fait mal. Et ça, c'est classiquement répété par les repas. Vous allez examiner le patient, éventuellement palper le plancher buccal. Soit vous trouverez un calcul relativement antérieur, que l'on sent bien à la palpation et qui va pouvoir être extrait par voie endobuccale. Par contre, si le calcul est très postérieur, derrière le bord libre du mylohyoïdien, il est impossible de l'enlever par voie buccale. Et à ce moment-là, il faut faire ce qu'on appelle une chirurgie à ciel ouvert, hein, en ouvrant la peau, etc. Donc,
tout ça débouche sur un intérêt sémiologique de comprendre comment est disposée cette glande. Devant la glande submandibulaire, voici la glande sublinguale. Là, elle est représentée bien grosse. À l'état normal, elle est un peu plus petite que cela. Et elle vient s'aboucher pratiquement au même endroit que la submandibulaire. Voici ici, maintenant, sur une vue endobuccale, l'aspect de cette glande submandibulaire dont le pôle postéro-supérieur contourne le bord libre du muscle mylohyoïdien avec son canal excréteur, et puis, au-dessus du muscle mylohyoïdien, la glande sublinguale, plus petite, enfin qui est un peu plus petite que la glande submandibulaire. Maintenant, voici ici un plan de dissection, d'une part horizontale puis verticale, qui vous montre la section de la mandibule, avec ici les muscles mylohyoïdiens, génio-yoïdiens au-dessus, et la loge de la glande submandibulaire avec son canal excréteur, et son canal excréteur qui contourne le bord postérieur du muscle mylohyoïdien et qu'on retrouve ici un peu plus en haut et en avant. Du côté droit, la glande est en place, glande submandibulaire, et son prolongement au-dessus du muscle mylohyoïdien. Une autre vue, un petit peu plus antérieure. Là, on voit le muscle mylohyoïdien en continuité au niveau du plancher buccal, les muscles génio-yoïdiens, puis génioglosse, et ce plan de coupe va passer ici par les glandes sublinguales qui sont donc plus petites. Enfin, en vue externe, voici ici une dissection de la glande submandibulaire dans sa loge submandibulaire. Cette glande va être, donc elle est située en dessous et en dedans du bord inférieur de la mandibule, au-dessus de l'osioïde. Nous voyons ici en arrière des éléments du diaphragme stylien qui viennent se terminer ou faire relais sur la petite corne de l'osioïde, dont notamment le ventre postérieur du muscle digastrique qui fait relais sur la petite corne de l'osioïde, puis ensuite ce muscle qui a deux ventres séparés par un tendon, va donner un ventre antérieur qui rejoint la mandibule à la partie tout à fait inférieure de l'apophyse génie. En dedans, voici des muscles constitutifs de la langue qui limitent la loge sous-mandibulaire en dedans. Maintenant, voyons quels sont les rapports importants de cette glande. En surface, voici le passage de la veine faciale qui passe sur la face externe de la glande submandibulaire, alors que l'artère faciale, elle, n'a pas un trajet parallèle. Cette artère faciale croise la face interne, puis la face postérieure de la glande, pour ensuite passer sous le bord inférieur de la mandibule et remonter dans la face
vers l'angle interne de l'œil. Cette artère faciale, elle peut notamment être palpée, on la sent un peu rouler sous le doigt, environ 1 cm, 1 cm et demi en avant de l'angle de la mandibule. En dessous, voici le nerf hypoglosse, nerf moteur de la langue, qui se prolonge vers l'avant. Nous allons ensuite aborder la région subhyoïdienne, c'est-à-dire située en dessous de l'osioïde. Ce premier dessin, donc de dissection, vous montre le niveau de l'osioïde, puis le sujet anatomique qui est représenté ici, tête en extension, donc menton relevé. Ce que nous apercevons ici, c'est la face inférieure du plancher buccal, avec ses muscles. Le muscle mylohyoïdien qui est pratiquement horizontal, transversal, et les muscles, ici, le ventre antérieur du muscle digastrique, qui est situé en dessous du muscle mylohyoïdien et qui va de la petite corne de l'osioïde à l'apophyse génie. Et vous voyez donc à ce sujet la glande submandibulaire en place. La région subhyoïdienne que nous allons voir ultérieurement, c'est la région située en dessous de l'osioïde, qui comprend des plans superficiels avec des muscles, puis le corps thyroïde, etc. Cette région subhyoïdienne va comporter des plans musculaires Cette région subhyoïdienne, elle est limitée en haut par l'osioïde, en bas par le bord supérieur du sternum. Latéralement, cette région subhyoïdienne est limitée en bas et en dehors par le bord interne du muscle sternocleidomastoïdien, qui est représenté ici. Puis, cette région est limitée en haut et en dehors par le bord interne du muscle homoyoïdien. Muscle homoyoïdien, c'est un muscle digastrique, donc il y a deux ventres différents. Un ventre supérieur que nous sommes en train d'examiner, qui est presque vertical, qui va de l'osioïde au tendon intermédiaire. Puis, ce muscle homoyoïdien croise les gros vaisseaux du cou par le dehors, en surface, et il va donner ensuite un deuxième chef musculaire qui est presque horizontal et qui va se terminer sur l'omoplate. Voici donc limité, là en rouge, la région subhyoïdienne, qui est une région qui est globalement losangique.
l'éponge a été un peu rapide. Bon. De la superficie vers la profondeur, au niveau du cou, nous allons avoir, et on va le revoir tout à l'heure sur une coupe horizontale, la peau, le tissu cellulaire sous-cutané, avec dans ce plan musculaire un muscle très fin qui est le muscle platysma, P-L-A-T-Y-S-M-A, autrefois appelé muscle possier du cou. Puis, plus en profondeur, le fascia cervical superficiel. Ce fascia cervical superficiel va se dédoubler pour enserrer le muscle sternocléidomastoïdien par un feuillet superficiel, un feuillet profond. Puis, en dedans de ce fascia superficiel, nous avons le fascia cervical moyen. Le fascia cervical moyen, en avant, sur la ligne médiane, est uni au fascia cervical superficiel, formant ce que l'on appelle la ligne blanche antérieure du cou. Latéralement, ce fascia cervical moyen va se diviser en deux feuillets. Un feuillet superficiel et un feuillet profond. Le feuillet cervical superficiel, le feuillet superficiel du fascia cervical moyen, excusez-moi, va se dédoubler pour enserrer un muscle qui va de l'osioïde au sternum et à la clavicule. Il s'agit donc du muscle sternocléido-yoïdien. Voici ce muscle. Puis, plus latéralement, ce feuillet superficiel du fascia cervical moyen va à nouveau se dédoubler pour enserrer le ventre supérieur du muscle homoyoïdien. Ce fascia cervical moyen, donc il a deux feuillets, feuillet superficiel dont on vient de parler, et un feuillet profond. Ce feuillet profond va se dédoubler pour enserrer des muscles donc un peu plus profonds, plus près du larynx, qui sont le muscle sternothyroïdien, puis au-dessus, le muscle thyroïdien. Ces muscles sternocléido-yoïdiens et sternothyroïdiens, thyroïdiens permettent de délimiter un losange médial que je vous souligne ici avec le stylo. Je suis ici le bord du sternocléido-yoïdien.
Puis, il suit ensuite le bord du sternothyroïdien. Et donc, vous voyez, là que j'ai souligné en rouge, un losange très allongé, que l'on appelle encore le losange de la trachéotomie, puisque c'est en restant sur cette ligne médiane qu'on va réaliser l'abord de la trachée pour faire une trachéotomie. Plus en profondeur, sous donc ces muscles superficiels du larynx, nous avons le squelette du larynx, squelette cartilagineux du larynx, sur lequel on va revenir tout à l'heure, et la thyroïde. La glande thyroïde, c'est une glande endocrine qui va notamment contribuer à régler la thermorégulation. Cette glande thyroïde présente deux lobes reliés par un isthme qui croise la ligne médiane. Les lobes font environ 6 cm de haut sur 3 cm de large et 1,5 cm d'épaisseur. Nous voyons que ces lobes sont plaqués ici sur les surfaces, sur les structures plus profondes qui dépendent du larynx. Vous voyez également, ça on va y revenir, que ce corps thyroïde est très richement vascularisé, comme la plupart des glandes endocrines, notamment par l'intermédiaire d'une artère thyroïdienne supérieure, qui est une branche de la carotide externe, la première branche de la carotide externe, et puis une artère thyroïdienne inférieure, qui est une branche du tronc thyro-bicervico-scapulaire qui provient de l'artère subaxillaire. Subclavière, pardon, subclavière. L'artère subclavière. Voici ici représenté de manière un peu plus isolée, donc le corps thyroïde. Ce corps thyroïde donc qui est moulé sur les structures du larynx. Ce corps thyroïde est enveloppé dans une capsule thyroïdienne. Et cette capsule est adhérente en arrière à la paroi antérieure de la trachée. Par un ligament que l'on appelle le ligament de Gruber, G-R-U-B-E-R. Alors, sur ce dessin, avant d'entrer dans d'autres détails, en haut, vous est représenté l'osioïde. En dessous de l'osioïde, le cartilage thyroïde sur lequel on va revenir tout à l'heure. Cartilage thyroïde qui forme le relief de la pomme d'Adam, ou proéminence laryngée, et qui a la particularité d'avoir une échancrure en V, ouverte vers le haut, et que l'on peut voir et sentir à la palpation chez les gens qui sont
pas trop volumineux. En dessous, masqué en partie par la thyroïde, nous avons le cartilage cricoïde, puis la trachée. Vous avez déjà remarqué que lors de la déglutition, il y a une ascension du larynx. Eh bien, lors de cette ascension du larynx, ce larynx va entraîner également vers le haut la partie supérieure de la trachée. Or, le corps thyroïde est adhérent à la trachée par le ligament de Gruber. Donc, lorsque l'on déglutit, le corps thyroïde va être ascensionné. Et c'est un moyen que l'on utilise lors de la palpation du cou pour essayer de déterminer si une boule que l'on sent au niveau du cou dépend ou non de la thyroïde. On se met derrière le patient, les doigts en crochet, on lui demande d'avaler sa salive. Si on sent la boule remonter lors de la déglutition, il y a toute chance que cette masse soit d'origine thyroïdienne. Si elle ne bouge pas, c'est probablement une structure à côté qui dépend des muscles ou d'un ganglion à côté. En dessous, voici donc la trachée avec ses différents cartilages. Le cartilage thyroïde est relié au-dessus à l'osioïde par une membrane thyroïdienne. Puis, entre le cartilage cricoïde et le cartilage thyroïde, nous avons donc une membrane ou ligament cricothyroïdien. Puis, en dessous du cartilage cricoïde, nous avons un ligament cricotrachéal, puis l'ensemble de la trachée. Voici ici un dessin d'une coupe par C6 que je vous ai représentée. Cette coupe montre à la partie centrale le corps de C6 avec le plan du fascia prévertébral, représenté en vert. Tout à fait en surface, le muscle platysma, qui est représenté très fin, puis le fascia cervical superficiel. Ce fascia cervical superficiel laisse passage aux deux veines jugulaires antérieures qui descendent de part et d'autre de la ligne médiane en avant. Puis, ce fascia cervical superficiel se dédouble pour enserrer le sternocléidomastoïdien, comme je vous l'ai dit, avec, en surface, la veine jugulaire externe qui descend et qui croise le muscle sternocléidomastoïdien. Plus en profondeur, le fascia cervical moyen qui se dédouble en deux feuillets, un feuillet superficiel qui entoure le sternocléidoïdien, puis l'homoïoïdien, et un feuillet profond qui vient ici enserrer le sternothyroïdien. Plus en profondeur, nous avons l'axe viscéral avec l'origine de la trachée. Voici un premier anneau trachéal fermé en arrière par la membrane fibreuse et puis la coupe de l'ésophage. Et nous retrouvons plaqué sur
la face antérieure et latérale de la trachée, la thyroïde. Voici le lobe thyroïdien de chaque côté. Ces lobes thyroïdiens qui ont à la coupe horizontale une coupe pratiquement triangulaire avec une face antéro-externe en rapport avec les muscles sous-hyoïdiens, une face interne en rapport avec la trachée et la partie inférieure du larynx, et une face postérieure qui est en rapport avec les gros vaisseaux du cou dans leur gaine vasculaire. Carotide commune et veine jugulaire interne, avec le 10 en arrière. En arrière de la glande thyroïde, en arrière et en dedans, nous avons également des glandes parathyroïdes. Les glandes parathyroïdes, ici je vous en ai fait figurer une seule. Ces glandes parathyroïdes sont des glandes endocrines qui vont régler l'équilibre phosphocalcique du corps. Elles sont normalement au nombre de 4, situées à la partie postérieure et interne de la thyroïde. Ce sont des glandes toutes petites, d'environ 5 mm de diamètre, légèrement rosées et qui sont quelquefois très difficiles à repérer lors d'une thyroïdectomie. Et donc, quand on enlève la thyroïde pour une raison X, une tumeur, un kyste, etc., eh bien, il y a toujours un risque d'enlever en même temps les glandes parathyroïdes. Et il est important qu'il en reste au minimum une, parce que sinon, il y a de gros soucis sur l'équilibre phosphocalcique du patient. Voici une coupe anatomique passant par le corps thyroïde. Cette coupe est un petit peu plus précise que le dessin que j'avais fait, mais montre pratiquement les mêmes choses. Voici le corps thyroïde avec ses lobes, gauche et droit, l'isthme en avant, l'ésophage en arrière, ici, une parathyroïde de chaque côté. On va maintenant aborder le pharynx et le larynx. On va peut-être faire 5 minutes de pause. Maintenant. Pardon? Vous ne voulez pas de pause? Bon.